Allez, bonjour à tous. Il est 13h03. Écoutez, on va démarrer donc ce webinaire. Je laisserai la parole dans 5 minutes à Lionel Fieux, donc, qui est notre directeur de formation. Si vous ne m'entendez pas, envoyez un petit message. Éventuellement, on peut peut-être régler tout ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite pastille pouvant vous informer sur les divers métiers à travers lesquels on travaille, donc les métiers de l'assurance, de la banque, de l'immobilier et du conseil en investissement financier. Aujourd'hui, tous ces métiers-là sont assez réglementés et ils offrent de l'autre côté quand même aussi beaucoup d'opportunités à la fois de reconversion, d'employabilité. On est quand même sur des métiers assez dynamiques encore aujourd'hui, malgré l'environnement économique un peu délicat et difficile. On attend avant que je laisse la parole à Lionel, je vais attendre d'avoir le maximum de personnes présentes. Il y avait une trentaine de personnes prévues au départ. On est déjà 12 qui sont connectés. Donc, je vais attendre un petit peu pour prendre la parole. Je regarde s'il n'y a pas de soucis de connexion ou de son pour chacun. L'idée peut-être pour les participants qui sont déjà là, si le son est OK, essayez de lever la main. Voilà. Vous avez un petit icône main levée. Voilà. Si vous nous entendez bien, levez la main. On peut difficilement vous donner la parole, en fait, vu le nombre qui est prévu. OK, je vois que quasiment tout le monde nous entend bien pour l'instant. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est les aléas de la technique, hein. Il faut s'adapter. Donc, on va pouvoir démarrer, écoutez, dans 1 minute ou 2. Voilà, on est quasiment à la moitié des inscrits prévus, donc je vais pouvoir démarrer et laisser la parole donc à Lionel, qui est notre directeur donc, de la formation chez LB Consulting. Donc, juste un rappel, donc moi je suis le dirigeant de l'organisme de formation. Bon, bonjour Lionel. Donc, je suis le dirigeant donc, de l'organisme de formation LB Consulting. Pour la plupart d'entre vous, on s'est déjà eu en contact. Nous sommes un organisme de formation donc, qui est spécialisé dans les métiers de la banque, assurance et immobilier. On fait que ça, nous, au quotidien. On a une vingtaine de formateurs sur le terrain qui forment donc les professionnels du métier et notamment donc toutes les formations réglementaires, les formations continues tout au long de l'année. Et à côté de ça, on met en place aussi donc des formations pour que tout un chacun, peu importe son passé professionnel, puisse devenir demain un acteur de nos métiers, que ce soit dans la banque, dans l'assurance, dans l'immobilier ou dans le conseil en investissement en règle générale. Pourquoi pas aussi devenir un conseiller en gestion de patrimoine qui regroupe en fait le métier de conseiller en gestion de patrimoine. C'est une activité qui regroupe l'ensemble des habilitations et donc un conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée assez claire. C'est quelqu'un qui maîtrise les métiers de l'assurance, les métiers du crédit, les métiers de l'investissement et de l'immobilier. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui un titre direct en gestionnaire de patrimoine, c'est plutôt un regroupement de compétences. Donc, je vais laisser la parole à Lionel dans 1 minute. Lionel, ça sera à toi de jouer, qui va nous présenter donc finalement la pastille qu'on a prévue pour vous, qui est sur spécifiquement les métiers de l'assurance, c'est-à-dire qu'il va essayer rapidement de vous donner 2-3 clés sur les métiers de l'assurance, qui est un métier assez vaste. C'est un métier très complet. Il y a beaucoup d'activités autour des métiers de l'assurance, dont certaines qu'on ne soupçonne pas, par exemple comme la mutuelle. Travailler
banque de la mutuelle ou travailler dans le milieu de la santé, sur des solutions en santé, c'est rattaché au métier de l'assurance. Voilà, c'est pour vous donner un petit exemple. Et on aura donc des pastilles comme cela tous les 15 jours sur des thématiques différentes. Hein. La prochaine fois, ça sera sûrement sur les métiers du crédit. Et puis après, sur les métiers de l'immobilier et le métier du conseil en investissement financier, par exemple, et le métier de conseiller en gestion de patrimoine, pour que vous ayez tous, participants et ceux qui s'inscriront plus tard, une idée assez claire de ce que sont ces métiers. Donc, je te laisse la parole, Lionel, et je réinterviendrai en fin de pastille. Je vous souhaite une bonne formation, une bonne information. Merci, Lionel. Merci, Ludwig. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit webinaire. Je dis petit parce que on va prendre ensemble à peu près une demi-heure, hein, pas plus. L'objectif, donc, comme disait Ludwig, c'est de dresser un panorama, j'ai envie de dire, du monde de l'assurance, sachant que, en fonction de vos demandes, on pourra faire aborder des thèmes plus précis lors de ces sessions et regarder, voilà, des thématiques qui vous touchent peut-être plus particulièrement. Là, l'objectif est clair, c'est juste de faire un tour d'horizon en fait du marché de l'assurance. Donc, pour ce faire, en fait, on va aborder 4 chapitres, j'ai envie de dire, ou quatre phases, 4 modules. On va regarder un petit peu le rôle de l'assurance, le marché de l'assurance et les acteurs, les conditions d'accès et d'exercice en fait au rôle d'assureur. Et ensuite, on fera un petit rapide rappel sur la DDA, la directive en distribution d'assurance, qui est importante pour nos métiers et qui régit nos métiers depuis 2018. Donc, pour des raisons, j'ai envie de dire, de connexion, je vais enlever la webcam et vous allez pouvoir vous concentrer directement sur les slides. Je rappelle donc que si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions et on essaiera d'y répondre en fin de présentation. Donc, rapidement, présentation du secteur de l'assurance. Tout d'abord, le rôle de l'assurance. Petit rappel, donc l'assurance est une opération par laquelle une personne, l'assureur, s'engage à réaliser une prestation dans le cadre d'un contrat d'assurance au profit d'un individu, l'assuré, lors de la survenance d'un risque. On appelle aussi le risque l'aléa, en moyennant donc le paiement d'une cotisation ou d'une prime. Donc le risque constitue l'objet de l'assurance. Un assuré contracte une assurance pour se prémunir contre des événements dommageables, tels que la maladie, l'incendie, le vol, le décès. Ou alors contre un risque lié à certains objets qu'il possède, l'automobile, l'habitation notamment. Le principe général de l'assurance est ici celui de la mutualisation des risques. On va regrouper beaucoup d'individus et on va pouvoir leur proposer, grâce à la mutualisation des risques, une couverture sur un risque particulier. Et grâce à la probabilité d'occurrence en fait du risque, on va pouvoir proposer une indemnité par rapport au risque. Donc, une assurance doit être souscrite auprès d'une société qui est habilitée à exercer cette activité, bien sûr. Donc, il peut s'agir d'une compagnie d'assurance ou encore d'une banque. Et on va voir en fait les acteurs tout à l'heure, des acteurs qui permettent justement la commercialisation de ces contrats. Donc, en fait, l'assurance, on peut la définir également au travers des rôles qu'elle joue. Elle a un rôle de collecteur, dont les assureurs recueillent une part de l'épargne au travers de ce qu'on appelle les primes et les cotisations. Et elle a un rôle social, puisqu'ensuite, ces prestations, elle va verser des prestations en fonction donc des accidents et de l'aléa, de telle manière à ne pas faire subir, j'ai envie de dire, les contraintes financières
et de ne pas faire subir les contraintes financières à la collectivité. Donc, elle a un rôle de collecteur et un rôle social. Quels sont les différents types d'assurance? On peut faire deux grandes catégories. Allez, les catégories qui couvrent la personne physique et celles qui couvrent les biens. Voilà. Bien sûr, à l'intérieur de ces deux grandes catégories, il y a plusieurs types de contrats d'assurance. Donc, l'assurance de personne, comme son nom l'indique, est une assurance qui a pour objet de couvrir les risques relatifs aux individus, comme les accidents corporels, la maladie, le décès ou encore l'invalidité. On peut distinguer dans l'assurance des personnes ce qu'on appelle la prévoyance, telle que l'assurance décès, garantie emprunteur, indemnité journalière, rente éducation, et la santé. Laquelle, donc, la santé est divisée également en deux catégories, la garantie obligatoire et la garantie complémentaire. Il faut savoir que l'assurance de personne peut être souscrite soit à titre individuel, soit à titre collectif. D'accord? Et on pense notamment, depuis 2016, à l'obligation, en fait, des entreprises du secteur privé à proposer, en fait, une complémentaire santé obligatoire à leurs salariés. Donc, les contrats individuels deviennent, depuis 2016, de plus en plus de contrats individuels en complémentaire santé deviennent des contrats collectifs. L'assurance, donc, la deuxième catégorie d'assurance, l'assurance des dommages. Ça permet d'obtenir en fait une indemnisation suite à un sinistre. Donc, elle regroupe à la fois la protection de responsabilité civile, responsabilité professionnelle, ou celle des biens, tout simplement, hein, dommages causés aux véhicules, protection de biens, meubles et immeubles. Donc, que représente aujourd'hui le marché de l'assurance? Et quels sont les acteurs? Donc, si je reprends les chiffres de 2018 qui sont complets, on peut voir que le marché mondial de l'assurance maintient une dynamique de croissance avec une hausse de 2,2% des primes encaissées. Il y a quelques disparités, bien sûr, en fonction des polices d'assurance, des contrats d'assurance. Le marché français s'inscrit dans cette dynamique, puisque le chiffre atteint les 220 milliards d'euros, soit une progression de 4% des primes. Il faut savoir que le secteur français de l'assurance compte aujourd'hui 46 800 établissements et emploie à peu près 265 000 salariés. Donc, au niveau du marché de l'assurance, on voit qu'il y a une disparité entre l'assurance des personnes et l'assurance des biens et responsabilités. Donc, au niveau de l'assurance des personnes, on voit que l'assurance vie et capitalisation, entre 2017 et 2018, il y a eu une progression de 4,4%, 4,10%, pardon, 4,4% sur l'ensemble de l'assurance des personnes. J'ai regardé les chiffres là de 2019 et on était sur 144 milliards, donc également une progression en 2019 sur l'assurance vie et capitalisation. L'assurance vie, je pense que c'est un contrat un petit peu particulier qui pourra faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul. C'est un produit très intéressant à travailler, qui a beaucoup de spécificités. Donc, de point de vue de la structure de l'épargne en fait à l'intérieur de ce contrat, et également des conditions fiscales attachées à la vie du contrat. Et ça serait intéressant de regarder effectivement comment il fonctionne. De plus, bien que ce soit un contrat d'assurance très prisé des Français, hein, énormément de Français, la majorité des Français ont un contrat d'assurance vie, en fait, que ce soit au travers de leur banque ou d'une compagnie d'assurance. Peu de clients, en fait, quand j'accompagne les professionnels sur le terrain, peu de clients, en fait, comprennent réellement le mécanisme de l'assurance vie.
et le mécanisme notamment ce qu'on appelle les unités de compte. Qu'est-ce que c'est en vocabulaire client exactement? Unité de compte et un fonds en euros, qu'est-ce qu'il y a réellement dans un fonds en euros? Donc le fonctionnement en fait des tiroirs, si vous préférez, des supports d'assurance vie est relativement méconnu. Et la manière dont c'est présenté en fait aux clients manque, à mon humble avis, hein, de simplicité et à la fois de précision. Donc c'est quelque chose qu'on pourra voir dans un second temps. Je reprends donc le tableau maladie et accidents corporels, également une augmentation assez flagrante entre 2017 et 2018. Assurance de biens et responsabilité, une augmentation également et avec une évolution relativement réduite par rapport au reste. Quand on regarde les masses financières, on s'aperçoit que 75% ou 76% des nouvelles primes en fait des contrats d'assurance représentent l'assurance des personnes. Au niveau du marché de l'assurance et des acteurs, en fait, il y a 3 grandes familles d'organismes qui sont autorisés à opérer sur le marché français de l'assurance. Et on va voir également qu'il y a des acteurs complémentaires. Donc, les 3 grandes familles sont les sociétés d'assurance, régies par le Code des assurances, les mutuelles d'assurance qui relèvent du Code de la mutualité et les institutions de prévoyance réglementées par le Code de la sécurité sociale et dans certains cas le Code rural. Les sociétés d'assurance ont vocation à réaliser des bénéfices et à les redistribuer à leurs actionnaires. Elles proposent d'ailleurs des tarifs différenciés qui peuvent varier selon l'âge, le sexe, le lieu d'habitation ou le risque que présente l'assuré, mesuré par un questionnaire médical. Les sociétés sont incluses dedans ce qu'on appelle les sociétés d'assurance mutuelle, par exemple MAF, Massif, MMA, qui ne sont pas des mutuelles. Elles ont un statut de société civile sans but lucratif, mais elles sont régies elles-mêmes par le Code des assurances. Ensuite, on retrouve les mutuelles d'assurance. Donc, en droit français, une mutuelle désigne une société de personnes à but non lucratif, matriculée au registre national des mutuelles et soumise aux dispositions, bien sûr, du Code de la mutualité. Elle ne rémunère pas d'actionnaires et se finance essentiellement au moyen des cotisations de ses membres. Donc, c'est une philosophie fondée sur la solidarité. Hein. Elle ne sélectionne pas ses clients, en particulier selon des critères d'état de santé. En effet, son objet est d'établir une solidarité entre les membres dans un domaine précis. Ensuite, on retrouve la 3e catégorie, les institutions de prévoyance. Donc, les institutions de prévoyance sont des sociétés de personnes de droit privé. Elles sont régies par le Code de la sécurité sociale et sont soumises aux mêmes règles techniques que toute entreprise d'assurance. Elles se différencient des autres intervenants, sociétés bien sûr d'assurance et mutuelles, par leur gestion paritaire. Donc, elles sont en effet créées par accord entre les partenaires sociaux des entreprises ou des branches professionnelles. Donc, elles fonctionnent sur la base d'une égalité de représentation entre eux. Donc, comme mutuelles, elles exercent leur métier au seul profit de leurs participants, les entreprises et leurs adhérents, les salariés. En plus des 3 acteurs principaux, on retrouve également des acteurs qui sont là pour regrouper en fait l'ensemble des 3 intervenants qu'on vient de voir. Donc, la Fédération française de l'assurance, qui a vu le jour en 2016, donc à la suite de la fusion de la Fédération française des sociétés d'assurance et du groupement des entreprises mutuelles. Donc, son rôle est de défendre les intérêts des assureurs français auprès de ses interlocuteurs publics et privés, nationaux et internationaux. Il faut savoir que la Fédération française de l'assurance représentait 280 entreprises adhérentes, soit 99% du marché français de l'assurance. On retrouve également la mutualité française, c'est ainsi qu'on appelle couramment la Fédération nationale de la mutualité française. Sa création remonte à 1902.
Donc, elle regroupe aujourd'hui 98% des mutuelles de santé de France qui assurent 38 millions de Français. Au niveau des acteurs du marché de l'assurance, on retrouve également un gendarme, l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, l'ACPR est une autorité administrative indépendante créée en 2010 pour contrôler les sociétés du secteur de l'assurance et de la banque. C'est le même gendarme pour les deux secteurs d'activité. Donc, deux missions principales, le contrôle du respect du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la protection de la clientèle. D'ailleurs, pour les professionnels déjà de l'assurance, lors de vos formations obligatoires, il y a toujours une partie en fait qui est réservée à la lutte contre le blanchiment. Et on appuie effectivement sur les règles à appliquer dans ce domaine. Ensuite, on retrouve l'ORIAS. L'organisme donc a pour but de tenir à jour le registre des intermédiaires en assurance, donc créé en 2007 afin de recenser les agents généraux, les courtiers d'assurance et de réassurance, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires en assurance. Donc, le registre des intermédiaires en assurance dénombre les personnes physiques ou personnes morales autorisées à exercer l'activité d'intermédiation en assurance en France. Et donc, pour faire suite en fait aux trois gros acteurs que je vous ai présentés précédemment au niveau des métiers de l'assurance, on retrouve également d'autres acteurs. On retrouve ce qu'on appelle les intermédiaires en assurance. Alors, qui sont-ils? En fait, derrière ce nom se cache l'idée de la personne physique ou morale qui vend des produits d'assurance aux particuliers. Ce sont donc les interlocuteurs privilégiés des assurés. Tout le monde ne peut pas se déclarer intermédiaire en assurance. Il y a un protocole à suivre, il y a des règles à respecter. On va les voir tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est une profession réglementée. Donc, la directive européenne définit en fait ce statut d'intermédiaire en assurance. Donc, il s'agit de toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance, tout simplement. Au niveau des intermédiaires en assurance, on retrouve quatre acteurs, quatre catégories, si vous voulez, d'intermédiaires. On retrouve le courtier, l'agent d'assurance, le mandataire d'assurance et le mandataire d'intermédiaire d'assurance. Donc, chacun d'entre eux répond en fait à des conditions d'exercice, notamment honorabilité, garantie financière, assurance de responsabilité civile professionnelle, on le verra tout à l'heure. Donc, ces intermédiaires sont nécessairement immatriculés sur le registre de ORIAS. Ils sont inscrits donc sous un numéro qui doit être présenté au client. Au niveau des intermédiaires, on dénombre à peu près 40 000 intermédiaires immatriculés et plus de 47 000 inscriptions. Alors, pourquoi un peu plus d'inscriptions que d'intermédiaires immatriculés? Tout simplement parce que certains intermédiaires sont immatriculés plusieurs fois, car, par exemple, ils ont ils cumulent, si vous voulez, plusieurs fonctions, si vous voulez. Par exemple, courtier en assurance crédit et agent général d'assurance en assurance vie. Donc, parmi eux, il y a 17 800 courtiers, un peu moins de 13 000 agents généraux d'assurance et 13 000 mandataires d'intermédiaires. Quelques définitions pour éclaircir les idées et voir le rôle, j'ai envie de dire, de chacun. Donc, l'agent général d'assurance, c'est le représentant ou mandataire d'une compagnie d'assurance.
place ces contrats auprès de la clientèle. Il n'existe pas d'agent général de mutuelle, les mutuelles plaçant directement leurs contrats et produits auprès de leurs membres. Agent général AXA, par exemple, et qui propose donc des produits d'assurance de la compagnie AXA. Le courtier en assurance a un rôle un petit peu différent. Donc, il possède, lui, un statut de commerçant et travaille en fait pour le client. Son mandant, si vous voulez, le mandant du courtier, c'est le client. Il lui donne mandat pour rechercher en fait une assurance qui correspond à ses besoins et à ses désirs. Donc, lui est chargé par ses clients de trouver les contrats les mieux adaptés en fonction de leurs besoins. Et donc, il va à la recherche, lui, des compagnies d'assurance ou des contrats d'assurance qui vont pouvoir apporter et correspondre au mieux aux besoins définis. Donc, un assuré a le choix donc de passer soit par un agent directement ou par un courtier. Mandataire en assurance, le mandataire en assurance, lui, est un professionnel agissant dans le cadre d'un ou plusieurs mandats conclus avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Donc, il peut présenter donc des assurances de différentes compagnies. Et le mandataire d'intermédiaire en assurance, lui, ne travaille pas directement avec les compagnies d'assurance, si vous voulez. Il travaille pour un mandataire d'assurance. Donc, soit pour un courtier, soit pour un mandataire en assurance. Les conditions d'accès et d'exercice, donc, pour ces intermédiaires en assurance. Donc, l'intermédiation en assurance consiste donc, je rappelle, à présenter des produits et à conclure des contrats d'assurance. Donc, les conditions d'habilitation, immatriculation à l'ORIAS, on a vu que c'était obligatoire. Honorabilité, c'est-à-dire l'absence de condamnation qui vont vous empêcher justement de pouvoir exercer cette activité. Capacité donc de différents niveaux suivant le rôle de l'intermédiaire. En fait, il y a 3 niveaux différents et en fonction en fait de votre rôle, de votre métier en tant qu'intermédiaire, courtier, agent général, mandataire intermédiaire, vous allez avoir des niveaux qui vous sont demandés. Et vous avez également l'obligation d'une souscription d'une assurance en responsabilité civile. Donc, au niveau de la détermination du niveau de capacité professionnelle, c'est en fonction donc du métier que vous voulez exercer ou que vous exercez. Courtier en assurance, agent général de l'assurance, établissement de crédit, c'est niveau 1 IAS. Mandataire d'assurance, niveau 2 ou niveau 3, en fonction du produit proposé, si c'est à titre accessoire ou non. Accessoire, c'est-à-dire qui vient en complément en fait d'un produit ou d'un service que vous proposez. Au niveau donc de la capacité professionnelle, il y a trois j'ai envie de dire, manières d'accéder en fait à ces niveaux-là. Il y a tout d'abord la formation, donc stage de 150 heures, donc au sein d'une entreprise d'assurance ou alors auprès d'un organisme de formation comme le nôtre. Niveau 2 également 150 heures de formation. Et pour les assurances affinitaires, un niveau de formation minimum en fonction de l'assurance que vous proposez, complémentaire que vous proposez. Également, l'expérience professionnelle peut jouer à l'obtention de ces niveaux de compétences. Donc, 2 ans comme cadre ou 4 ans comme salarié pour avoir un niveau 1. 1 an comme cadre ou 2 ans comme salarié pour le niveau 2. 6 mois de travail dans l'entreprise pour le IAS niveau 3. Ou sinon, troisième solution, le diplôme, tout simplement. Donc, master ou licence, sachant que la licence doit correspondre effectivement au métier
où le master doit correspondre au métier, master en économie, licence en économie, en banque, assurance, finance. Je finis rapidement sur la DDA. Donc, depuis 2016, en fait, la nouvelle loi européenne vient régir le secteur de l'assurance. Donc, l'ensemble des professionnels qui proposent de l'assurance, peu importe le type d'assurance, doit en fait suivre des règles établies par la directive européenne qui date de 2016 et qui est applicable depuis 2018. Comme toute directive, elle a pour objectif d'harmoniser, j'ai envie de dire, le marché de l'assurance au niveau européen. Et elle a pour but, bien sûr, de renforcer la protection des clients et de créer des règles communes sur le marché de l'assurance. Il faut savoir que tout le monde est concerné par la DDA. D'accord? Réseau salarié, que vous soyez salarié, indépendant, vente intermédiaire d'assurance, et quel que soit le produit. Garde, santé, assurance vie. Il peut y avoir des exigences complémentaires pour les produits d'épargne fondés sur l'assurance, produits d'investissement fondés sur l'assurance, notamment l'assurance vie, parce qu'il y a des questionnaires complémentaires à effectuer auprès de vos clients. Je pense notamment au questionnaire de compétences financières et de compréhension du risque auprès des clients. La DDA, en fait, s'articule autour de 5 grandes thématiques, la gouvernance et surveillance des produits, l'information et la transparence, le devoir de conseil, très important, capacité professionnelle et formation, on en a vu déjà une partie, rémunération et conflit d'intérêts. Donc, au niveau de la capacité professionnelle, on retrouve un petit peu ce que je vous ai dit, honorabilité et compétences, de la structure de direction aux salariés, une obligation en fait de 15 heures de formation annuelle et qui est pas obligatoire ces 15 heures bien sûr pour les personnes travaillant avec des assurances à titre accessoire. Devoir de conseil, en fait, la DDA vous oblige à passer par ce qu'on appelle une approche besoin, tout simplement. C'est-à-dire le fait de questionner son client, de déterminer avec lui un objectif, de pouvoir chiffrer ses objectifs, ses attentes de manière précise, de pouvoir déterminer un budget et une temporalité pour atteindre ses objectifs. Je pense notamment par exemple à l'assurance vie. Et de pouvoir faire correspondre en fait une proposition avec les attentes du client et ses souhaits. C'est ce qu'on appelle l'approche besoin. Et en fait, au travers de la DDA nous oblige à passer par cette approche-là, une approche besoin. On peut vous demander, en fait, pour certains intermédiaires, de justifier, en fait, la proposition par rapport aux besoins que vous avez recueillis auprès de vos clients. Pour quelle raison vous avez fait cette proposition? Pour quelle raison vous avez proposé cette assurance? Que vous a dit le client, en fait, qui a déterminé votre choix au niveau de la proposition? Comme ça, on peut être amené à vous poser la question. Donc, le devoir de conseil, c'est devenu force de loi. C'est au travers du questionnement de ce qu'on appelle de votre démarche commerciale que vous devez avoir un certain nombre de questions qui vont vous permettre de déterminer les attentes de manière précise du client. Information et transparence également, il y a des nouveaux supports qui sont arrivés après la DDA, je pense à Liquide ou aux documents d'information clés. Ce sont quoi? Tout simplement, ce sont des documents standardisés pour permettre au client, en fait, à un coup d'œil, de voir quelle assurance est la plus intéressante pour lui, tout simplement. Donc, toutes les assurances doivent avoir un format de présentation de leur contrat type. Ils ont tous le même, de telle manière à ce que le client, sans difficulté, puisse comparer une police à une autre. Rémunération et conflit d'intérêt, là aussi, la DDA vous oblige à être transparent au niveau de la rémunération et des commissions touchées par les intermédiaires et comment vous êtes rémunéré. Gouvernance et surveillance de produits, là c'est plutôt pour les producteurs, mais également pour les distributeurs. Le but pour les producteurs d'assurance, c'est de définir ce qu'on appelle, ou les concepteurs, c'est de définir ce qu'on appelle un marché cible à qui est adressée l'assurance que l'on vient de créer,
un marché cible, un marché hors cible et un marché négatif. Un marché hors cible, c'est un marché pour lequel on peut souscrire cette assurance, mais qui n'est pas forcément adapté, enfin qui est adapté, mais qui n'est pas forcément le cœur de la clientèle. Et un marché négatif, par contre, un marché pour lequel on ne peut pas proposer cette assurance. Voilà, j'en ai terminé rapidement sur la présentation, très rapide, je trouve, au niveau du tour d'horizon, au niveau du marché de l'assurance. J'ai essayé de rester aussi succinct que possible. Vous voyez qu'il y a matière en fait à pouvoir réaliser des webinaires sur différents sujets. Je peux laisser la parole à Ludwig s'il veut la prendre pour la conclusion. Oui, bah, écoute, merci Lionel pour toutes ces infos. Voilà, donc on arrive à la fin de cette pastille rapide. On essaie d'avoir un. Donc vous avez compris que les métiers de l'assurance, c'est donc un métier réglementé, c'est un métier qui est plein d'avenir et déjà dans le marché présent, donc ça fonctionne évidemment plutôt bien. On est voilà, sur des métiers réglementés et nous, donc, en tant qu'organisme de formation, on vous met à disposition cette réglementation, ces habilitations qui peuvent vous permettre donc d'exercer les métiers autour de l'assurance. Il y a beaucoup de choses à faire autour de l'assurance et on peut choisir une activité parmi l'ensemble des activités qui tournent autour de l'assurance. On peut choisir facilement ses statuts une fois qu'on est habilité. Alors les habilitations, c'est pas compliqué. Soit on passe un livret d'habilitation niveau 1 qui vous permet en fait d'être courtier ou de vous installer en tant qu'agent général. Ou alors vous passez ce qu'on appelle un livret d'habilitation IAS niveau 2, niveau un petit peu inférieur, mais qui vous permet d'être mandaté par des cabinets de courtage ou des assureurs. Donc je vous remercie. Sachez qu'il y aura donc d'autres pastilles. Vous pourrez participer bien sûr gratuitement à ces pastilles. On vous enverra les invitations. Ce qui est sûr, c'est que nous, les personnes qui rentrent en formation et qui deviennent habilitées à exercer ces métiers-là, on les accompagne jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de vous trouver, si vous êtes en reconversion par exemple, ou si vous cherchez d'autres cabinets, voilà, on vous mettra à disposition en fait des partenaires avec lesquels on travaille qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier très vite et démarrer une activité pour vous très très vite. Je vous remercie, on reste en contact. N'hésitez pas à nous envoyer un email, des questions, nous appeler.